Professeur Raoult, concernant la vaccination des enfants, quel point peut-on faire aujourd'hui ? Encore une fois, si vous voulez, si on vit une période qui est complexe parce qu'il y a trop d'émotions, comme j'ai eu l'occasion de le dire, c'est le métier des journalistes d'avoir de l'émotion, des scoops et des vérités qui changent tous les jours, des intérêts qui changent tous les jours. Regardez les intérêts qu'on avait il y a 2 mois, ceux qu'on a maintenant, on a l'impression qu'on n'est plus dans le même monde. Oui. Et donc, on finit par oublier les maladies qui sont les plus anciennes, les problèmes qui sont, y compris incontestablement plus importants, au profit de ce qui fait la vérité du jour. Bon, c'est pas étonnant pour les journalistes, ça s'appelle journaliste, ça veut bien dire que c'est la vérité du jour. Ce qui est plus ennuyeux, c'est que le monde politique actuellement soit synchronisé avec le monde journalistique et non pas avec le monde réel. C'est embêtant. C'était décrit très tôt par les philosophes modernes. Mais par exemple, vous voyez, les données, moi je prends que des données de Santé publique France. Donc si on prend les données de Santé publique France jusqu'à la moitié de 2022, en tout, on estime qu'il y a eu 31 enfants qui sont morts avec un lien possible avec le Covid-19, dont 26 présentaient des comorbidités très sévères. En particulier, la trisomie est un facteur de risque absolument considérable. Et donc, ça veut dire qu'en dehors des comorbidités très sévères, il y a eu 5 enfants depuis le début de la maladie qui sont morts du Covid. Alors, c'est pas rien, mais c'est 5 enfants. Donc, il faut peser le pour et le contre. Il y a une autre maladie sur laquelle moi j'essaie d'attirer l'attention depuis bien longtemps, qui est la varicelle. Donc, chaque année, pour les dernières données qu'on a, de santé publique, pareil, hein, il y a 700 000 cas de varicelle chez les enfants de moins de 10 ans en France. Il y en a une vingtaine qui meurent chaque année, d'accord ? Et c'est bien plus grave quand les gens n'ont pas eu la varicelle très jeune, puisque il y a eu donc 3000 hospitalisations, dont 25% ont eu plus de 10 ans et 20 décès, donc qui ont eu plus de 10 ans. Donc ça c'est des maladies qui tuent vraiment, et non seulement elles tuent, la varicelle, mais si vous avez fait une varicelle, vous avez une chance de faire une rechute de varicelle, entre guillemets, qui est le zona, qui peut donner non seulement qui peut vous tuer, lui aussi, mais qui peut donner des séquelles douloureuses qui sont absolument insupportables. Il existe un vaccin pour ça. Ce vaccin, il est recommandé aux États-Unis depuis 20 ans. La varicelle a quasiment disparu des États-Unis. En France, elle n'est pas recommandée de façon générale chez les enfants. Et on se demande pourquoi on veut absolument faire une vaccination qui ne touche pas ou pratiquement pas les enfants, et on ne veut pas faire une vaccination qui, elle, touche les enfants, et touche les enfants d'une manière très notable. L'autre maladie qui touche vraiment beaucoup les enfants pour lequel il y a un vaccin, qui s'est développé là aussi, la varicelle, c'est encore une fois, on ne voit pas pourquoi ce qui serait là bon aux États-Unis sur une maladie qui est aussi fréquente, commune, et qui a des telles conséquences. En France, ça ne serait pas fonctionnel. Encore une fois, moi je suis plus pour la conviction que pour l'obligation, comme les Anglais. En Angleterre, il n'y a aucun vaccin obligatoire, et on fait une politique de recommandation, mais dont il faut qu'elle soit crédible. Ça doit expliquer aux gens qu'il y a un danger pour eux ou pour leurs enfants si on ne fait pas ce vaccin. Si on fait des obligations, en réalité, les gens finissent par se demander pourquoi vous les obligez à faire quelque chose si c'est bon pour eux. Donc, vous savez, de faire le bien des gens contre leur volonté, c'est toujours suspect. C'est comme ça. C'est la nature, d'ailleurs. C'est dangereux de vouloir faire le bien des gens contre leur volonté. Une autre affection, c'est les gastro-entérites. Donc, c'est dû la plupart du temps à rotavirus. Les derniers chiffres que moi j'ai eus de santé publique aussi, c'est 150 000 cas de consultations pour diarrhée aiguë, 14 000 hospitalisations, et puis là-dessus, là aussi, il y a un certain nombre de morts avec une vaccination qui existe, qui a été très bien évaluée maintenant en Angleterre, où ça diminue les hospitalisations pour rotavirus d'un tiers. Il y a un tiers d'hospitalisation pour rotavirus en moins. Donc si vous voulez soulager les hôpitaux, au moins vous avez qu'à recommander la vaccination pour rotavirus chez les enfants. Il y a
un inconvénient bien connu, c'est dans un cas sur 10 000 ou 100 000, il y a des enfants qui peuvent avoir des troubles intestinaux, qui peuvent être dangereux si on n'y fait pas attention. Donc il faut surveiller dans les 15 jours si les enfants ne se plaignent pas d'avoir mal au ventre, et s'ils ont mal au ventre, il faut qu'ils aillent voir le médecin qui leur a prescrit le rotavirus. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui sont réelles, fonctionnelles, qui amènent à avoir une réflexion qui est un peu déconnectée des affolements de la presse à un moment donné, et qui représente la réalité. Donc c'est vrai qu'il y a une réflexion à avoir sur les vaccins. Cette réflexion, il faut la mener au calme. Il faut tenir un tableau. J'avais été interrogé avant toute cette folie du Covid par M. Villani, qui quand il avait une réflexion sur les choix technologiques. Je dis la question, c'est pas la proposition qu'avait fait mon collègue Fischer ou qui avait été mise au point par Mme Buzyn, c'est ils n'ont qu'à tous obéir avec des vaccins. On ne leur explique pas pourquoi, ils n'ont qu'à le faire. C'est pas comme ça. Donc il faut reprendre les choses en disant voilà, ce vaccin, voilà combien il y a de gens qui sont malades avec ça, voilà combien il y en a qui meurent, voilà ce que font les autres pays, et voilà la proposition qu'on vous fait. Et puis ensuite, on essaie de convaincre les gens, et puis les choses se passent comme ça dans les pays civilisés. Voilà, donc je pense qu'il faut reprendre cette histoire de vaccination avec beaucoup de calme, être très paisible, et on ne peut pas dire, écoutez, si vous ne m'obéissez pas, c'est que vous êtes un sauvage, ou que vous êtes un fasciste, ou que vous êtes... Non, il faut se calmer, voilà. Il ne faut pas demander aux gens d'obéir, il faut essayer de leur faire comprendre en dehors de situations terribles. Si nous avions été face à une maladie qui avait, je ne sais pas combien, 10% de mortalité, et avec un vaccin qui marche, c'était une chose. Un vaccin qui ne marche pas très bien. En tout cas, moi, je n'ai pas vu d'exemple dans le monde de maîtrise de l'épidémie par le vaccin. Je n'ai vu aucune. Donc, quand même, c'est pas merveilleux. Et après, si vous essayez de déclencher une obligation vaccinale chez les gosses de moins de 5 ans, alors que pour eux, il n'y a pas de risque à part les gosses qui ont des facteurs de risque associés, mon Dieu, les choses vont être compliquées. Voilà. Et concernant le monkeypox, faut-il en avoir peur ? Pour l'instant, la manière dont ça se présente, ça touche une population qui est limitée, qui doit prendre des précautions, d'une part. D'autre part, les formes qu'on voit sont très banales. Mais ça permet d'avoir une réflexion plus générale, parce que l'histoire se répète régulièrement. Et je vais vous dire un des éléments de réflexion là-dessus, sur les infections à pox virus. Comme il n'y avait pas de médicaments, les Chinois, comme d'habitude, ont testé 467 molécules disponibles pour voir s'il y en avait qui marchaient, s'il y en avait qui ne marchaient pas. Et celle qui était la plus efficace, c'est un médicament japonais qui s'appelle le Tranilast, qui est un médicament qui est prescrit beaucoup au Japon et en Corée pour les allergies, pour l'asthme en particulier, qui ne coûte rien, c'est génériqué, mais qui n'a pas reçu l'autorisation de la FDA, qui n'est pas commercialisé en Europe. C'est lui qui, au laboratoire, donne les résultats les plus significatifs, aussi bien sur les souris que sur les cultures cellulaires. Donc c'est intéressant, il ne sera jamais commercialisé ici parce qu'il ne coûte rien, mais ça me permet de rebondir sur, vous voyez, les éléments, pourquoi finalement j'étais assez préparé à ces épisodes de médicaments qui ne servent à rien dans le courant du Covid, qui est disponible, tout le monde peut le lire. C'est dans le rapport que j'avais fait sur le bioterrorisme. Je vous rappelle de quoi il s'agit. En 2002, fin 2001, commence à arriver des bacilles du charbon qui vont tuer quelques personnes, des politiques et journalistes. Ça fait un truc terrible, et donc on dit c'est du bioterrorisme, parce que c'est des bactéries qui avaient été développées pour faire du bioterrorisme par les Anglais, par les Russes et par les Américains, pas par les Français à ma connaissance. Et donc il y avait eu un accident en Russie où il y avait eu un nuage de charbon qui s'était échappé d'un laboratoire militaire à Ekaterinbourg, qui a fait une centaine de morts quand même. Ça avait été utilisé dans une île en Angleterre, ça avait tué tous les moutons de l'île. Et puis
ça avait été militarisé aux États-Unis et abandonné par Nixon, avait fini par interdire la guerre biologique, et donc ça avait été théoriquement interdit à partir de 1972. Mais ça avait été optimisé pour devenir une arme de guerre. Et en réalité, très tôt, les Américains, qui avaient les souches de bactéries qui avaient été envoyées à ces personnes après 2001, se sont rendus compte que c'était la même souche exactement que celle qui avait été militarisée. Donc ça sortait de chez eux, ça sortait de leur laboratoire militaire. Et ils l'ont su extrêmement tôt. Ça, c'est une première chose. Ils l'ont caché. Le malheureux secrétaire d'État qui présentait devant l'ONU un truc en disant « Regardez, il y a plein de charbon, c'est Saddam Hussein ». Quand il a appris ça, a été désespéré. Il est passé des républicains aux démocrates en disant « On m'a fait faire des choses qui dépassent l'entendement ». Ils l'ont déshonoré. Mais sur les médicaments, c'est très intéressant, donc, parce que moi, quand je suis arrivé, la France avait commandé toute une quantité d'un médicament qui s'appelle les quinolones, qui était récent, à l'époque, coûtait très cher. Donc il y avait deux, les Français, le Puflacine, et puis les Allemands, Bayer, la ciprofloxacine. Et je dis, mais... Donc j'ai mis dans mon rapport, j'ai demandé aux gens de la Direction Générale de la Santé, et l'histoire est toujours la même. Hein. Pourquoi vous avez acheté ça? Ça ne sert à rien pour le charbon, on n'a jamais traité un charbon avec ça. Et on le traite avec de la pénicilline, de l'oxycycline, enfin c'est des médicaments qu'on connaît, ça fait longtemps qu'on en traite, qu'on a des cas sporadiques. Il dit, mais nous, on a fait comme les Américains. Bon, alors, les Américains, bon, alors qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains? Ben, les Américains, ils n'avaient jamais traité un charbon avec ça, mais ils avaient fait un modèle expérimental sur le lapin qui montrait que si on mettait la ciprofloxacine, ça marchait mieux que si on mettait les traitements avec qui on avait déjà soigné les malades et avec qui ça marchait quand même. Hein. Et qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé? Il s'est passé la même chose qui s'est passé avec le remdesivir. Ils ont acheté des tonnes de ciprofloxacine, et moi je suis allé voir les gens au CDC en disant qu'est-ce que vous faites avec ça? Eh bien, ils ont fait des stocks. Le gouvernement américain savait déjà que c'était faux, hein. C'était un déconnage de quelqu'un qui avait sorti ça de Fort Detrick, qui l'avait envoyé. On a su qui c'est, il s'est suicidé, enfin en tout cas il est mort. Et les Américains ont créé des silos dont l'emplacement était secret sur le territoire des États-Unis pour y mettre des kilos et des kilos de ciprofloxacine pour traiter s'il y avait une épidémie de charbon aux États-Unis. Donc vous voyez, il y avait tout, des fausses informations, de la terreur, de la manipulation d'informations pour aller faire la guerre en Irak, des gens qui ont réussi à vendre des tonnes de ciprofloxacine pour un médicament qui n'avait jamais été utilisé dans cette indication alors qu'il y en avait d'autres qui marchaient. Vous voyez que c'est extraordinairement difficile de me surprendre avec les phénomènes que j'ai pu observer cette fois-là. Je suis difficile à surprendre parce que j'ai déjà vu ça. Voilà. Et où en êtes-vous concernant l'investigation de la NSM? Je voudrais reciter cette citation de Bernanos, vous savez, les ratés ne vous rateront pas. Alors, j'essaie de m'attraper par un bout, c'est un peu compliqué parce que comme ça fait un moment que je sais que un peu de manque de bienveillance de temps en temps parmi les gens qui sont vanettes. Vous vous rappelez que toute l'histoire était censée être les essais sur la tuberculose, pour lequel il y a eu des bris de glace qui sont ça, des choses totalement illégales. On est allé fouiller des dossiers de patients, de ma famille, de mes amis ici, ce qui est totalement illégal et dont j'espère que ça sera poursuivi et que ça sera mis à jour. Envoyé une lettre tout à fait inouïe du ministre de la Santé qui donnait une injonction à des agences de prouver ma culpabilité, ce qui est quand même drôle, que je n'ai jamais vu, et donc pour lequel on donnera des suites, hein, pour arriver finalement à nous dire qu'il faudrait qu'on soit plus sage, que c'est possible, mais c'est pas certain. Les seuls reproches réels qu'il y a à faire sont auprès de l'assistance publique, pas de l'IHU. Milan adore faire une confusion entre l'assistance publique dans la gestion, franchement, de la recherche à sa désirée depuis un certain nombre d'années. Et deuxièmement, le seul reproche in fine lié à la police judiciaire, c'est de demander d'arrêter un projet qui est arrêté depuis 3 ans, d'auto-prélèvement d'étudiants en médecine avant et après un séjour à l'étranger pour savoir s'ils avaient acquis des bactéries multirésistantes. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous dit ça, c'est de l'explorationnel, et donc vous auriez dû avoir ce qu'il faut pour faire de l'explorationnel, et pas de l'observationnel, de l'observation des soins courants. Mais en même temps, il y a eu 2 publications qui ont été faites. Donc à Paris, la loi n'est pas la même qu'à Marseille. Hein. À Paris, on a le droit de faire ça,
et on a le droit de signer que c'est observationnel. Vous voyez, donc, parmi les signateurs d'un des papiers, il y a M. Coignard qui travaille à la Santé publique France. Parmi les autres, il y a M. Andremont qui était le conseiller spécial pour la microbiologie de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et ils mettent sur le plan de l'éthique, ce sont des études observationnelles, parce que c'est à Paris, tandis qu'à Marseille, c'est interventionnel. Vous voyez, donc il y a une différence. Moi, je n'avais pas très bien saisi. Je croyais qu'on était tous en France et qu'on avait des lois qui s'appliquaient aux uns et aux autres. Mais ce n'est pas le cas. Vous voyez, si vous êtes parisien, il y a des choses que vous avez le droit de faire et que vous n'avez pas le droit de faire à Marseille et pour lesquelles on vous tire les oreilles en disant c'est pas bien. Ça ne va pas beaucoup plus loin que c'est pas bien. On verra bien. Mais vous voyez, c'est intéressant de voir qu'il y a là des frontières dans les choses qui sont autorisées dans certains endroits et qui ne sont pas autorisées dans d'autres. Et donc, c'est amusant et c'est intéressant de savoir ça. Donc, ça veut dire qu'en réalité, bien sûr, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage, mais il n'a pas toujours la rage. Hein. Vous savez, c'est pas le cas. En tout cas, moi, je n'ai pas la rage. Voilà, donc je pense qu'on verra bien où tout ça ira. Les choses suivront leur cours, hein. Mais bien sûr, on n'a pas eu du tout l'intention de se laisser faire sur cette affaire-là, pas plus que sur d'autres. Mais on verra bien où tout ça ira, mais on n'est pas très anxieux sur cette situation. Voilà. Merci beaucoup.